Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée. Alors on se retrouve encore pour le live de cette semaine. Alors je vais laisser encore quelques petites minutes là, pour que les gens puissent se joindre à moi. Puis en attendant, ben, juste vous dire mon petit speech de toutes les semaines, que si vous aimez ce que je vous partage ce soir, ben, juste me le faire savoir par un petit thumbs up, un petit commentaire, puis un partage aussi qui est fort apprécié parce que ça permet à d'autres personnes peut-être d'apprécier ce que je fais parce que qui sait, peut-être quelqu'un d'autre pourrait l'apprécier tout simplement. Puis je mets beaucoup de cœur dans ce que j'écris. À chaque fois, je m'étonne même de c'est drôle à dire, mais de me toucher moi-même à nouveau quand j'écris. Surtout pour l'histoire de ce soir parce que je vous avouerai qu'en l'écrivant, ouais, en l'écrivant, je l'ai écrit juste dans le post où j'annonçais le live de ce soir. Là, je me suis égratignée un petit peu moi-même. Je me suis quasiment provoquée. C'est pas drôle, hein, parce que ça m'a demandé de reprendre contact avec des parties de moi-même avec lesquelles, ben, en fait, je croyais avoir fait la paix. Puis, en fait, je pense que j'ai pas mal fait la paix, mais tu sais, c'est comme de dire à quelqu'un ou à un comédien, en fait, bon, que là, il est en train, ben, en fait, il est de bonne humeur, du moins, aucune émotion qui semble être très présente à l'instant. Puis là, on lui dit de prendre contact avec la peine parce que là, il y a une scène à jouer, puis là, il faut vraiment qu'il y ait, en fait, cette impression réelle qu'il vit une grande peine. Puis là, il faut aller recontacter cette ressource-là de tristesse. C'est drôle à dire, hein, une ressource de tristesse, puisque les ressources, souvent, c'est positif, mais parfois, bon, ça peut être utile de reprendre contact avec la tristesse. Puis là, la personne, ben, le comédien, la comédienne va reprendre contact avec ça, va la ressentir, puis là, ouf, on ressent comme si c'était vrai. C'est un peu ce que j'ai eu l'impression ce soir quand j'ai écrit cette histoire-là. En fait, je l'ai écrit plutôt cette semaine, lundi. Puis, ouais, j'ai repris contact avec ces choses-là que j'ai vécues, puis ça m'a rappelé que je suis contente maintenant d'être passé à autre chose, mais surtout d'avoir un nouveau mindset, une nouvelle façon de penser qui maintenant m'est tellement plus utile versus cette façon de penser-là que j'avais avant. Puis j'espère vraiment que ça puisse, rewind, que ça puisse vous être utile à vous aussi. Alors, l'histoire que je vous lis ce soir, comme je dis, euh, j'explique un principe de coaching. En fait, on dit toujours qu'en coaching, on veut pouvoir utiliser avec le plus d'équilibre possible la force, l'humour et puis l'amour, la douceur. Donc, ce soir, j'avoue que j'y vais avec un petit peu de force, pas mal. Donc, ça va être un peu provoquant, mais j'y ai ajouté quand même beaucoup d'amour. Puis un petit brin d'humour à quelques reprises, vous allez voir. Allô! Donc, il y a des personnes qui me font coucou. Alors, je vous fais coucou à mon tour. C'est le fun. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder live. Je suis tellement contente. Hey, les autres, là, je sais qu'il y a quelques personnes. Vous pouvez faire un petit coucou. J'aime ça savoir que vous êtes là. Alors, ben, je vais entamer cette lecture de l'histoire que j'ai intitulée Tu vis ou tu meurs. Déjà, juste le titre, hein? Alors, ça va comme suit. Cette odeur, elle le réveillait chaque matin depuis bientôt 2 semaines comme un rappel brutal de l'endroit où il se trouvait. Et on ose appeler centre de santé un endroit où ça sent tout sauf la santé, marmonna Karl d'entre ses dents et ses lèvres serrées. Une odeur de désinfectant mélangée avec celle du mal-être. Il n'aurait pu décrire une odeur de mal-être il y a 4 ans, mais maintenant, Karl le pouvait. Tout dans sa chambre en était imprégné, les murs, les draps, le mobilier et même maintenant sa tête. On venait de l'opérer, une deuxième fois pour cette chose qu'il n'osait toujours pas nommer tumeur, logée dans son hémisphère gauche, comme si, en ne la reconnaissant pas, elle n'existait pas. Malheureusement, elle était bel et bien là, tout comme cette odeur qui lui agressait les narines. En portant ses mains à sa tête, Karl sentit le ruban rugueux qui la recouvrait. Il leva les yeux vers la fenêtre drapée de rideaux aussi gris et ternes que le ciel et essaya de s'y perdre, jusqu'à peut-être y trouver un ciel un peu plus bleu. C'est pour demain la morphine? J'ai un mal de chien! Gémissait l'homme sur le lit en face de lui qui appuyait sur le bouton d'aide de son lit tel un compulsif de jeu vidéo. L'infirmière arriva pour lui donner sa dose de substance magique qui engourdissait le mal. Cet homme, M. Bouchard, venait de subir une opération à cœur ouvert.
C'était la deuxième fois que son cœur piquait une crise, mais cette fois-ci, les plombiers n'avaient pas seulement eu à déboucher le conduit. Non, cette fois-ci, ils ont changé une bonne partie de la tuyauterie qui était sur le point d'éclater. Je sais que vous avez du mal, monsieur Bouchard, répondit l'infirmière. D'une façon, appréciez-la, car elle vous rappelle que vous êtes toujours en vie. Vous avez bien failli passer sur la table d'opération. C'est une chance que vous soyez encore parmi nous. Et M. Bouchard de lui répondre comme un perroquet offusqué. Appréciez-la, car elle vous rappelle que vous êtes toujours en vie. Tss, on croirait entendre mon frère. Tiens, parlant du loup, on en voit la queue. Karl tourna la tête vers la porte de la chambre que lui et M. Bouchard devaient malheureusement partager et vit le frère. S'il manquait cruellement de soleil dans cette journée, c'est que cet homme l'avait volé. Jamais Karl n'avait vu une personne dégager tant de lumière. Bien vêtu d'un complet gris charcoal, rehaussé d'une chemise blanche immaculée. Il avait l'air d'une version moderne de Charlie Chaplin, la moustache en moins, avec son chapeau melon de la même couleur que son complet. Il avait les yeux rieurs, les joues roses et dodus, et une voix qui chantait la joie de vivre. Et d'une voix lui rappelant celle du Père Noël, ou du moins l'idée qu'on s'en fait, le frère s'écria « Comme je suis heureux de te voir, jeune frérot! » « Désolé, Robert, mais ce n'est pas réciproque, répondit M. Bouchard. Tu arrives au moment où j'ai le plus de mal, et de voir ton visage trop heureux ne fait qu'empirer les choses. Je n'ai jamais compris pourquoi la vie t'était si bonne, c'est injuste. Ah, Thomas, quand vas-tu comprendre? C'est que moi j'écoute mon cœur, et lui donne aucune raison de me piquer des crises, répondit Robert, le frère, sur un ton teinté d'évidence. Tu m'emmerdes avec ta morale, Robert, répondit Thomas, alias M. Bouchard. Karl était amusé d'assister à de la fraternité à un sens, tout en étant étonné que l'humeur de troc de Thomas semblait en rien affecter celle de Robert. Il était toujours planté là, aussi étincelant que lorsqu'il était arrivé. Même l'odeur de la pièce semblait avoir changé depuis qu'il était là. C'est à ce moment que l'infirmière revint dans la chambre et dit « Désolé, Robert, nous devons envoyer votre frère pour quelques instants pour lui passer des examens. »« Faites donc, ma chère, je l'attendrai patiemment ici, dit alors Robert. « Ne te donne pas cette peine. Je saurai m'en sortir sans toi, répondit Thomas. Histoire d'en ajouter un peu à l'agacement de son frère, Robert lui répondit sur un ton tendre. « Oh, mais Thomas, c'est moi qui ne saurais pas m'en sortir sans toi, répondit Robert en scellant le tout d'un clin d'œil. Je vais t'attendre ici, ajouta Robert. Karl reconnut exactement où Robert avait pigé cette réplique juste par le ton qu'il avait utilisé. C'était dans le film Titanic. Lorsque menotté à la plomberie du bateau, Jack dit à Rose « Je vais t'attendre ici », alors que cette dernière s'en allait chercher de l'aide, comme si Jack pouvait l'attendre ailleurs. Ça l'a fait sourire. Robert vit le sourire se dessiner sur le visage de Karl et lui dit « Vous avez reconnu le passage, hein ?» Et Karl d'affirmer « Oui, je l'ai reconnu. Désolé, je veux pas avoir l'air de celui qui écoute les conversations des autres, mais votre frère et vous êtes probablement ce que j'ai vu de plus divertissant depuis que je suis ici. Vous semblez avoir une drôle de relation. » Et Robert de confirmer. En effet, le courant n'a jamais vraiment passé entre moi et Thomas, mais ceci ne m'empêchera jamais de l'aimer et d'être là pour lui. Au fond, il ne le sait pas qu'il le sait, mais une partie de lui apprécie que je sois là, et c'est pour cette partie-là que je continue d'être auprès de lui. Dis-moi, sans être indiscret, c'est quoi cette chose sur ta tête? Tu es beaucoup trop jeune pour porter ce genre de coiffe, dit Robert en pointant du doigt les rubans blancs qui couvraient la tête de Karl. Karl, étonné du ton familier que Robert se permettait avec lui répondit « Je le crois aussi. Malheureusement, cette coiffe me colle à la tête depuis 4 ans maintenant. J'ai une chose à l'hémisphère gauche qui m'emmerde et me laisse pas vivre. Cette chose, elle met littéralement ma vie sur pause. » Et Robert s'approcha du lit avec sa chaise, regarda Karl intensément de son regard jaune soleil et lui dit « Pendant que tu mets ta vie sur pause, la vie, elle, continue. » Robert vit que cette citation fit mouche chez Karl. Elle absorba toute son attention, et Robert se risqua donc de lui demander « Est-ce que tu vivais ta vie avant ta tumeur? » Oh, il avait osé. Robert avait osé dire le nom de cette chose. Froissé et sans trop comprendre le sens de sa question, Karl lui demanda « Si je vivais ma vie,
C'est quoi cette question? Bien sûr que je vivais, je travaillais, je faisais mille et une choses. Maintenant, c'est cette chose qui décide à ma place. Et Robert, amusé, répondit, tu m'as mal compris, mon cher. Laisse-moi reformuler la question autrement. Ta vie, celle que tu veux vivre, la vivais-tu avant ta tumeur? Et Karl s'apprêta à engueuler Robert lorsque, comme le refrain d'une chanson, il se rejoint la question dans sa tête. Ma vie, celle que je veux vivre, la vivais-je avant ma tumeur? Complètement absorbé, Karl n'entendait presque plus la voix de Robert qui cherchait à capter son attention. Hé, hola, ça va bien ici? Et Karl de répondre oui, oui, désolé, je réfléchissais à votre question. Ah, ben c'est une bonne chose alors. Dis-moi, avant ton opération, que se passait-il dans ta vie? Ou du moins dans la vie qui n'était peut-être pas celle que tu avais envie de vivre, mais que tu vivais quand même? Demanda Robert. Non, mais vous avez le don de poser des questions irritantes, Robert, répondit Karl en se permettant de l'appeler par son prénom. Karl poursuivit. Je commence à comprendre votre frère. Et Robert éclata de rire en se prenant le ventre. Karl le trouvait de plus en plus agaçant, le Père Noël. Puis Robert avoua. Mon frère a exactement la même réaction lorsque je lui pose une question à laquelle il ne veut pas répondre, car il sait qu'en y répondant, il fera un constat important, et ce constat lui fera réaliser qu'il est en fait responsable de ce qui lui arrive. Ça, il n'est pas encore prêt à le reconnaître. C'est trop à porter sur ses épaules, trop à porter dans son cœur, et son cœur, alors, pique des crises. Je ne veux pas ne pas répondre à votre question. Quelle idée, dit Karl. Réponds-y alors, défia le Père Noël d'un clin d'œil. Et Karl se lança donc. Eh bien, j'étais en train de terminer mon diplôme en droit. La chose est apparue alors que j'étais en dernière année, justement, de droit, et j'ai dû tout arrêter le temps de ma première opération et de la longue convalescence qui s'ensuivit. Comme tout semblait être entré dans l'ordre, j'ai voulu travailler rapidement. J'avais une famille à laquelle je devais subvenir aux besoins. J'ai alors pris une formation intensive pour devenir agent d'assurance. Je me suis bourré la tête pour pouvoir y arriver. Tu t'es bourré la tête. Intéressant. Et avec quoi d'autre tu t'es bourré la tête pour en arriver à une deuxième récidive? Choqué, Karl mitrailla Robert du regard qui lui soutenait le sien avec toute la bienveillance du monde. Ça a dû avoir son effet, car Karl s'apaisa et se mit à réfléchir, puis comme une évidence, il avoua. Eh bien, ce diplôme en droit, c'était comme une lutte à finir, comme si je n'avais pas été au bout de ce que je devais faire. J'ai donc pris des cours de soir, en plus, à l'université pour pouvoir obtenir ce diplôme. Intrigué, Robert lui demanda donc, « Et dis-moi, c'est parce que tu voulais travailler ensuite en droit? » Et Karl répondit, « À vrai dire, j'en sais trop rien. C'était plus pour le principe d'avoir le diplôme. Je vous avouerai que je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire. » Et Robert dit alors, « Donc, tu voulais un diplôme juste pour la valeur du bout de papier, sans que ça ajoute une valeur à ta vie? Quel étrange raisonnement! Dis-moi, mon cher, si tu pouvais obtenir un diplôme en quelque chose qui te rendrait fier et qui ajouterait de la valeur à ta vie, tu sais, un diplôme que tu aurais du plaisir à accrocher au mur et qui te ferait sourire chaque fois que tu passerais devant, ce serait un diplôme en quoi? » Comme si autre chose avait parlé pour lui, Karl s'écria presque « Un diplôme en bois !» Étonné, Robert répéta avec un ton interrogateur « Un diplôme en bois, dans le sens qu'il serait fait en bois? » Désolé du manque de précision, Robert, c'est sorti comme ça, tout d'un coup, répondit Karl. C'est toujours surprenant lorsqu'une partie de nous qui sait ce qu'on veut trouve une ouverture pour enfin s'exprimer, répondit Robert. Karl n'avait plus envie de réfléchir et laissa aller les mots, aller comme un flot, et poursuivit. J'ai toujours aimé travailler le bois. Que dire? L'odeur du bois, ça me rend heureux. Ces moments seuls avec moi et un morceau de bois. C'est comme si le temps s'arrêtait, comme si ma tête se vidait. La tête qui se vide. Intéressant, dit Robert, avec ses yeux jaunes soleil, comme remplis de réponses. Robert ajouta. Mon cher ami, dont je ne connais pas encore le nom, je me demande, c'est la vie de qui tu vis depuis des années? Est-ce que c'est la vie que ton père n'a pas vécue? Est-ce que c'est une vie imposée par la société? Est-ce même une vie fondée sur des vieilles croyances avec lesquelles on t'a bourré la tête? Seul toi le sais. Laisse-moi te rappeler que tu as une vie. Et ta vie, vis-la. Vis ta vie.
Et comme pour que tout ce qu'il venait de lui dire lui entre dans le crâne, Robert demanda à Karl, « Quel est le contraire de « tu vis » Et comme un uppercut reçu en pleine gueule, Karl Sonnet répondit, « Tu meurs. Tu meurs. Cette tumeur que j'ai à l'hémisphère gauche, le côté créatif du cerveau, ou ce côté créatif que je tue à faire tout sauf ce que je veux faire. » Karl s'enfouit le visage entre ses mains, en pleurant à chaudes larmes. Ce coup, comme une droite de Mike Tyson, l'avait secoué, l'avait mis KO. Lui seul pouvait choisir de se relever. Il sentit qu'il avait commencé à se relever, juste en osant dire le nom de ce qu'il avait, une tumeur. Puis, un autre choix. Tu meurs ou tu vis. Choisir de mourir ou choisir de vivre. Karl essuya ses larmes, releva la tête et dit alors au Père Noël, « Je veux vivre ma vie. » 3 ans plus tard, Karl remettait les pieds dans cet hôpital qui n'avait plus la même odeur pour lui. C'était le jour de son dernier examen. Les médecins étaient étonnés de la progression fulgurante de l'état de santé de leur patient qui n'était presque plus un patient. Le médecin spécialiste qui suivait Karl depuis plus maintenant de 7 ans lui dit « Karl, tu peux considérer que c'est bel et bien terminé, il n'y a plus aucune trace de ta tumeur. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais continue de le faire, ça semble t'avoir guéri. Au fait, si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce que tu as fait? » Et Karl de simplement répondre « Je vis ma vie. » Alors que Karl prenait le corridor vers les ascenseurs, il reconnut une voix en passant devant la chambre B106. Il fit marche arrière et fut surpris de voir Robert et son frère Thomas, encore sur un lit d'hôpital. Robert, qui reconnut Karl, lui dit sur un ton rieur « Hey, il m'en manque un petit bout, moi? » « Ah oui, c'est ça. Désolé, je reprends. » Et Robert, qui reconnut Karl, lui dit sur un ton rieur « Eh oui, le cœur de mon frère lui a encore piqué une crise. Mais tu m'as l'air en pleine santé, mon cher ami, ajouta Robert. Que se passe-t-il de bon dans ta vie, lui demanda-t-il. Et Karl de répondre, je me vide la tête en passant beaucoup de temps avec des morceaux de bois. Je me suis même fait un diplôme en vrai bois que j'ai accroché dans mon atelier. Tous les jours, je passe devant pour me rappeler le bonheur que je vis de vivre ma vie. » Et Robert fit signe à Karl de s'approcher pour lui donner une bonne tape sur l'épaule. Puis Karl s'approcha alors de Thomas, le frère de Robert, et lui dit « Par expérience, je sais comment votre frère peut vous prendre la tête, mais écoutez-le, il est la voix de votre cœur que vous n'entendez pas. » Et voilà, c'était la lecture de l'histoire de ce soir. Tu vis ou tu meurs. À vrai dire, je me suis beaucoup reconnue à une certaine époque de ma vie dans le personnage justement de Karl où je tenais tout le monde responsable de mes malheurs, je tenais tout le monde responsable de ce que je vivais, je tenais tout le monde responsable de mes douleurs même, puis jusqu'à ce que je réalise que dans le fond, j'étais la seule et unique responsable. Souvent, on pense qu'on n'a pas le choix, on a toujours un choix dans la vie. Je sais que ça peut être dur à entendre pour des gens qui parfois se disent non, c'est vrai que j'ai pas le choix, j'ai vraiment pas le choix parce qu'il faut travailler pour vivre. Oui, effectivement, je le sais, il faut travailler pour vivre. Par contre, moi, j'ai choisi de faire ce que j'aime. Je sais que des fois, ça m'apporte des petits soucis, des petits stress supplémentaires, mais si je devais comparer le stress que je vivais à faire quelque chose que j'aimais pas versus le stress que je fais à faire en fait quelque chose que j'aime, je préfère prendre la deuxième option. Donc, c'est un choix que j'ai décidé de faire. Puis, de réaliser que j'étais responsable de mon bonheur, que j'étais responsable des gens que j'avais autour de moi, que j'étais responsable des gens que j'attirais autour de moi. Tout ça, ouais, à un moment donné, ça a été un peu comme un uppercut dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que tous les petits bobos que j'avais physiquement, donc moi, c'était de me sentir complètement vidée. Écoutez, pour ceux et celles qui me connaissent, vous savez, là, je suis pas quelqu'un qui a un gros gabarit, là, mais il y a une époque de ma vie où j'étais encore plus vidée que ça et que mon poids dégringolait et pratiquement la peau sur les os. Alors, ça voulait en dire beaucoup. Je me sentais vidée. Puis c'était le cas de le dire. Il n'y avait rien qui me remplissait dans ma vie à ce moment-là. Tout me soutirait de l'énergie, tout me soutirait mon amour propre, mon estime de moi, ma confiance en moi.
Alors, lorsque j'ai fait un 360 puis juste décidé de faire des choix pour moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, dont beaucoup de sensations que j'ai plus dans mon corps, dont des douleurs que j'avais avant. Alors, je sais pas. Je sais pas si ça vous a parlé. Je sais pas si c'est même quelque chose qui pourrait être pratique pour quelqu'un à côté de vous. Une petite histoire à entendre comme ça. Parfois, quand ça passe dans des personnages, au lieu de le dire directement à la personne, ben, des fois, on comprend mieux. C'est drôle, hein? Faut passer des fois par un petit détour pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Alors, si cette histoire-là peut vous servir ou servir à quelqu'un autour de vous pour lui faire comprendre quelque chose, tu sais qu'on a juste une vie à vivre, hein? Puis que, comme je disais dans l'histoire, quand on décide parfois de mettre notre vie sur pause, ben la vie, elle continue. Elle ne nous attend pas. Donc, on est peut-être mieux de juste vivre. C'est ça comme ça. Alors sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique fin de soirée. Je vous souhaite de vivre en fait votre fin de soirée, puis de vivre votre vie à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre, puis de vos rêves, puis de vos passions. Puis si jamais vous avez besoin d'aide pour ça, ben j'offre du coaching, j'offre en PNL, je fais de l'hypnothérapie aussi, puis je fais un super service d'histoirothérapie. C'est quoi ça? C'est de la thérapie par l'histoire. Donc ça, ce soir, ça aurait pu être écrit pour vous. J'aurais pu la faire sur mesure pour vous si ça avait été un de vos besoins. Et imaginez de pouvoir repartir avec une histoire qui vous colle à la peau, qui vous appartient, puis que vous pouvez mettre sur votre table de chevet, puis au besoin la relire, en sachant que ça a été fait pour vous. C'est quand même intéressant, non? C'est un service que j'ai. C'est unique. C'est moi qui ai créé ça. Alors, encore une fois, je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Merci à tout le monde qui était là. Alors, je vous embrasse fort, fort, fort. Anne, Amélie, maman, qui est toujours là. Puis, on se dit à la semaine prochaine pour un autre live. Bye bye! Merci d'avoir été là!